Bien, mesdames, messieurs, en qualité, grade et fonction, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Quentin, dans cette magnifique salle du Palais de Fervacques, palais prestigieux de la Troisième République, construit au début du siècle dernier, qui est une grande salle de bal, qui a fait le prestige de Saint-Quentin dans ces années 1903, 1908, 1910, et qui vous accueille aujourd'hui pour ces rencontres de la PFG. Je tiens à vous adresser évidemment les chaleureuses salutations de notre député-maire, Xavier Bertrand, qui m'a donc demandé de le représenter parmi vous aujourd'hui. Ces rencontres, évidemment, sont placées sous la thématique de la Première Guerre mondiale, de ces commémorations qui vont, évidemment, qui ont débuté l'année dernière, en 2014, et qui vont perdurer au cours des prochaines années, qui nous marquent, évidemment, à travers notre histoire commune, que ce soit pour la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais ou encore la Champagne-Ardenne. Saint-Quentin, qui était une ville évidemment qui a été fortement meurtrie au cours de la Première Guerre mondiale, située sur la ligne d'Edimbourg, elle a été détruite à près de 80%. Elle a été vidée de ses habitants en mars 1917, sous l'ordre de l'occupant allemand. Et puis ensuite, évidemment, elle a dû se reconstruire. D'ailleurs, j'aurai l'occasion cet après-midi, pour ceux qui se sont inscrits, de pouvoir vous faire visiter la ville de Saint-Quentin qui a rené de ses cendres au lendemain de la guerre à travers un patrimoine tout à fait prestigieux et en particulier ce qu'on appelle le patrimoine art déco. Saint-Quentin a la chance de pouvoir bénéficier d'un tel patrimoine qui aujourd'hui constitue un joyau touristique de première importance. Alors je vous souhaite à toutes et à tous évidemment de très bons travaux et je vais évidemment laisser la parole aux intervenants. Bonne journée à tous, merci. Alors merci beaucoup Alexis, merci beaucoup à la mairie de Saint-Quentin pour son accueil, pour la mise à disposition de ce magnifique lieu qu'est le Palais de Fervacques. Merci à nos différents partenaires, sans lesquels cette journée n'aurait pas été possible. Parmi nos principaux partenaires figure la ville de Saint-Quentin. Vous pouvez admirer sur la diapositive le magnifique logo, le nouveau logo de la ville. Je tiens à souligner également le soutien très important accordé par la LGEN. Notre collègue Benoît Mercier, président de la LGEN Oise, est d'ailleurs présent parmi nous aujourd'hui. Nous remercions également les 3 recteurs des académies de Lille, Reims et Amiens pour l'envoi de différents ordres de mission. Nous remercions également le Conseil régional de Picardie qui ensoleille vos coups aujourd'hui, le CRT Picardie, le comité régional de tourisme, qui a mis à disposition des brochures, des revues Esprit de Picardie. Pour ceux qui ne connaissent pas la revue, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement à cette revue, donc la recevoir à votre domicile. Merci au Courrier Picard qui a assuré la promotion de cet événement en réalisant plusieurs articles, notamment un cahier spécial sur les États-Unis dans la Grande Guerre, avec une interview d'André Gaspi. Merci à tous les partenaires qui sont aujourd'hui présents, qui ont tenu un stand, qui ont apporté leur soutien à cette journée. Je citerai nos partenaires de Canopée, que vous avez pu voir à l'accueil, la BMC, l'Académie Dragon, l'ambassade des États-Unis, le Centre historique Émilier de Léward, le ministère de Guise, la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, la Coupole, la Maïf, le Musée franco-américain de Blérancourt, la MGEN, le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Des brochures vont être distribuées dans l'Assemblée. Le Musée de la Résistance et de la déportation de Picardie à Fernier, le Louvre-Lens également, l'Office de tourisme du Saint-Quentinois, l'ONAC, l'Office national des anciens combattants de l'Aisne, la Société académique de Saint-Quentin. Donc nous les remercions tous vivement pour leur présence et leur soutien. Merci aux collègues qui ont contribué à l'organisation de cette journée
Sans leur investissement, cette journée n'aurait également pas été possible. Je vous propose de les applaudir pour les remercier. Merci également à vous tous pour votre présence en nombre. Vous êtes 260 inscrits. À ces 260 inscrits issus de 3 académies sont venus s'ajouter ce matin des élèves de première année de classe préparatoire du lycée Henri Martin, que je salue. Cet après-midi, des élèves des lycées Laramé et du lycée Condorcet viendront également assister à 2 ateliers. Cette journée est exceptionnelle à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'elle réunit des collègues issus de 3 académies. Organiser une telle journée et tenter de réunir des collègues, c'est-à-dire de leur faire franchir cette barrière qu'on appelle frontière administrative, c'est très très compliqué. Et vraiment, je tiens à souligner le caractère exceptionnel de cette journée. On a réussi à réunir des collègues issus de 3 académies très touchées par la Première Guerre mondiale, ici à Saint-Quentin, et je pense que ça fera plaisir à notre collègue Alexis Grandin de lui dire que nous avons choisi Saint-Quentin parce que la ville occupait une position centrale et qu'elle permettait de réunir nos voisins. Nous sommes très heureux en Picardie d'accueillir nos collègues des régionales, des académies de Lille et de Reims. Je vais laisser la parole à leur président. Alors tout d'abord à Sonia Lallouillot qui préside la PSG Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous, merci Christian. Je tenais également à remercier en fait tous ceux sans qui cette journée n'aurait pas pu se tenir, en particulier bien sûr à tous les intervenants, mais aussi nos représentants du Bureau national, dont je vois quelques têtes, et bien entendu surtout ceux de la régionale Picardie qui nous accueillent dans un superbe lieu et aussi avant tout dans un superbe galop d'essai avant les Agoras d'octobre 2011. Des Agoras qui s'annoncent... j'ai dit 2011 ? Ah oui, excusez-moi. 2016. Donc des Agoras qui s'annoncent comme un grand moment pour l'histoire et la géographie. Cette tri-régionale, tri-académique, permet une relecture des cadres géographiques, mais également une coopération entre académies, et donc nous donne la possibilité de mieux nous connaître. Ce qui, à mes yeux de géographe, a toute son importance, et même, oserais-je le dire, nous laisse la possibilité de pratiquer une certaine géographie prospective, celle des régions. Cette journée nous rappelle également l'importance de nos réunions parisiennes, et en particulier des repas le dimanche où tous les rêves se mettent en place, dont celui d'aujourd'hui. Elle nous permet également d'aborder un thème original sur lequel je ne vais pas revenir, vous aurez toute la journée pour l'apprécier. Donc merci à tous d'être venus, collègues, mais également élèves de prépa. Votre présence aujourd'hui nous montre l'importance de la recherche, des échanges et de nos disciplines dans la construction de notre pensée. Merci. Notre collègue Franck Collard, vice-président de la PSG, président de la PSG Champagne-Ardenne et professeur d'histoire médiévale à Nanterre. Bien, chers collègues, bonjour. Je suis très heureux ici d'être à Saint-Quentin, de revoir parmi le public des têtes connues, de me souvenir aussi que, quoique Saint-Quentin appartienne à l'Académie d'Amiens, il y a eu des étudiants célèbres de l'Aisne qui ont étudié à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, où j'ai été enseignant pendant une vingtaine d'années. Et je suis très heureux que cette réunion ait pu se tenir dans un cadre assez inédit, puisqu'on est entre le format du forum académique et des agoras nationales, et je crois qu'il faut vraiment rendre grâce à Christian Laude, qui a été la cheville ouvrière de cette réunion trirégionale. On aurait pu penser que ça donnerait des idées à ceux qui veulent redécouper les régions, mais malheureusement, vous savez que les choses ne tourneront pas de cette façon. Plus sérieusement, je pense que cette journée qui s'annonce sous les meilleurs auspices marque bien le rôle que joue la PSG dans le réarmement intellectuel du pays qui a subi ce que vous
savez, au début du mois de janvier, l'histoire et la géographie sont des éléments essentiels de ce réarmement intellectuel. Et puis, dans une formation continue entendue au sens d'une coopération, d'une proximité entre les différents niveaux de l'enseignement secondaire en particulier, et l'enseignement supérieur. Donc je sais qu'il y a quelques, entre guillemets, compatriotes champardonnais qui ont fait le voyage jusqu'à Saint-Quentin, une cinquantaine de personnes, je les salue particulièrement, mais je salue aussi l'ensemble des collègues. Et puis, j'insisterai pour terminer sur la nécessité, et elle est ici accomplie, d'une bonne coopération aussi entre l'institution éducation nationale et puis la PSG, qui est une association parfaitement indépendante, mais qui compte entretenir les meilleurs rapports avec les inspecteurs pédagogiques régionaux et puis l'inspection générale. Donc je nous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Franck. Alors, je laisse la parole à Hubert Tison, secrétaire général de la PAG, qui peut-être nous présentera l'abécédaire de la Grande Guerre, cet ouvrage d'environ 200 pages. Bien, monsieur le maire, où sont le maire adjoint, je suppose, mais merci de nous accueillir dans cette salle magnifique. Messieurs les représentants de l'ambassade des États-Unis, avec qui nous avons lié des partenariats, notamment quand on a élaboré 2 dossiers sur les États-Unis, un d'histoire, un de géographie, et je salue ici Gérard Dorel qui a œuvré pour le dossier de géographie et le dossier d'histoire, André Cassy. Donc, et puis, mais évidemment, messieurs, monsieur le doyen de l'inspection générale, messieurs les inspecteurs pédagogiques régionaux, messieurs les présidents des 3 régionales, ce qui était vraiment inédit pour organiser cette journée. Et puis, je salue bien sûr tous mes collègues et de Picardie, de Champagne-Ardenne, du Nord-Pas-de-Calais, les étudiants qui sont venus ou les lycéens qui viendront cet après-midi. Donc, je vais parler assez rapidement, mais je vais quand même essayer de développer 3 points. D'abord, cette journée sur l'intervention américaine en 1917-1918 s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire, dont un représentant éminent ici, Alexandre Lafont, qui est un ami, représente vraiment tout le dynamisme et la vitalité de cette mission. Et la PAG, d'ailleurs, a signé un partenariat avec la mission du centenaire et le dossier qu'on a sorti ici en tiré à part est dans 3 numéros. C'est un dossier qui est labellisé. Donc justement, toujours dans ce premier point, le dossier scientifique et pédagogique est, si vous voulez, un instrument de travail très utile pour tous les cours, qu'ils soient au collège, en 3e, en première et en général pour la formation des collègues sur de multiples aspects de la Grande Guerre, puisque ce dossier réunit à peu près 65 à 66 chercheurs, professeurs, dont un certain nombre sont des spécialistes anglais, belges, allemands. Et si vous voulez, ce dossier, il s'inscrit dans une politique générale de la revue Historien Géographe et de l'association, c'est-à-dire contribuer à la formation de nos collègues membres de l'association ou non membres de l'association.
Et ceci, je rejoins Franck Pollard en bonne entente avec, bien sûr, l'inspection générale et l'inspection pédagogique régionale. Donc, un deuxième point, c'est vous avez une mission formidable qui est la transmission d'un savoir. Et nous n'oublions pas les attentats de janvier. Les attentats de janvier qui ont porté atteinte à la liberté d'expression, qui ont aussi été marqués par l'attentat de l'hypocachère, aussi un policier musulman. Donc, si vous voulez, plusieurs membres de plusieurs catégories de notre population ont été frappés. Mais surtout, ce qu'on voulait frapper, c'est la liberté d'écrire, de lire et de s'exprimer. Et ici, nous avons un rôle magistral, un rôle, j'allais dire, fondamental, qui est de lutter contre l'ignorance, contre l'obscurantisme. Parce que le savoir, évidemment assorti d'une pédagogie, une pédagogie adaptée à chaque âge, c'est-à-dire à la fois à l'école élémentaire, en CM1, CM2, au collège, et c'est différent d'enseigner en 6e et d'enseigner en 3e, il y a déjà des différences d'âge, et puis évidemment au lycée, là aussi, il y a toute une pédagogie un peu plus autonome qui doit s'organiser, parce que le but final, c'est d'accroître les connaissances, d'accroître les réponses que les élèves peuvent faire dans leur vie quotidienne et surtout dans leur vie de citoyen, c'est-à-dire être des citoyens, des futurs citoyens, encore qu'il y en a beaucoup en première déjà et en terminale qui votent. Donc, des citoyens qui soient armés d'un esprit critique, d'une culture générale, pour répondre à tous les engagements qui peuvent apporter à notre société et à notre vie en commun. Parce que c'est quand même très important, le rôle du professeur d'histoire-géographie, ce n'est pas simplement d'apporter des connaissances, des savoirs, des concepts, des méthodes dans l'histoire et en géographie, mais nous avons la charge, et ce sera mon troisième point, nous avons la charge au collège de l'EMC, c'est-à-dire l'éducation morale et civique. C'était pas évident qu'on puisse l'obtenir avant les attentats de janvier. Si vous voulez, il y a eu quand même une lettre qu'on a publiée, nous, à la fois sur notre site et dans notre revue Historien Géographe, de Madame Naja Belkacem, qui nous assure, qui affirme, qu'il a renouvelé d'ailleurs avec ses conseillers, que cette éducation morale et civique revient en priorité, pratiquement, sauf des ajustements qui peuvent être faits de dernière minute, qu'on peut regretter, mais enfin, bon, il peut y avoir une marge de souplesse, qui reviennent au professeur d'histoire-géographie. Donc, on peut dire que, si vous voulez, nous sommes prêts à assurer non seulement cette éducation morale et civique, mais aussi, dans le cadre des programmes qui ne sont pas encore finalisés, qui ne sont pas encore connus, dont si vous voulez, la publication a été retardée, puisqu'on parle de mai pour ma consultation. Donc, dans le cadre de ces nouveaux programmes, il existe des EPI, enfin des travaux interdisciplinaires, et l'association a dit tout de suite qu'elle était d'accord pour ces travaux interdisciplinaires, à condition évidemment que ça ne modifie pas l'horaire qui nous est imparti, puisque ces EPI qui seront intégrés dans l'emploi du temps vont se faire avec 2-3 disciplines
et seront pris sur le temps qui nous est alloué. Mais ça sera quand même, ça sera sur 8 thèmes, dont certains thèmes sont proches de nos préoccupations scientifiques et pédagogiques. Donc, si vous voulez, l'association, et j'en finirai bien sûr avec ce petit message, je dois dire aussi que j'adresse un message de sympathie, de solidarité avec nous, de la part de M. Serge Barsigny, directeur de cabinet auprès du ministre des Anciens Combattants, qui regrette de ne pouvoir pas être là, mais qui vous assure de son soutien, et en particulier des régionales, et de Christian Laude, qui évidemment va organiser quelque chose d'extraordinaire, je pense, les Agora de Picardie, en octobre 2016. Et je termine en disant, honnêtement, vous êtes 250. Je ne sais pas combien il y a de membres de l'association. Je vais dire, je ne veux pas le savoir. Mais ceux qui n'y sont pas, réfléchissez et adhérez. Plus on est nombreux, plus on pèse dans les instances. Nous sommes reconnus, si vous voulez, comme une puissance d'influence. Nous ne sommes pas liés à un parti politique, nous ne sommes pas liés à un syndicat, et quand on rencontre un syndicat, eh bien c'est parce qu'on lui a demandé ou parce qu'il veut nous recevoir, et si on publie un communiqué avec ce syndicat, c'est pour ça qu'on s'en garde maintenant, automatiquement, il y a 10 démissions. Ah oh là là, vous avez rencontré un syndicat, je ne suis pas de ce syndicat. Bon, si vous voulez, l'association est indépendante, elle rencontre ceux qui veulent bien nous recevoir, et elle agit non seulement auprès du ministre de l'Éducation nationale, mais auprès de plusieurs ministères, que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit le ministère de l'écologie, de l'environnement, que ce soit le ministère, bien sûr, avec qui on a des liens privilégiés, et c'est le ministère, le secrétariat d'État auprès des anciens combattants, et puis auprès d'autres instances que je ne vais pas énumérer parce que je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hubert. Pour ceux qui étaient présents lors de l'automnale à Amiens, le recteur Bernard Beignet avait fortement souligné l'importance de l'histoire-géographie et notre rôle. Il avait, je crois, pour reprendre ses propos, affirmé que nous avions de l'or entre les mains. En ce qui concerne l'actualité de la PSG Picardie et les prochains rendez-vous à venir, nous organiserons une excursion de rentrée à Arras. C'est même nos collègues de la PSG Ville qui vont nous accueillir à Arras le 26 septembre 2015 pour cette excursion de rentrée. La prochaine automnale, déjà la 7e, se tiendra le jeudi 26 novembre 2015 à Amiens. Elle portera sur l'enseignement de la géographie de l'Afrique. Le programme est finalisé. Il a été réalisé en collaboration avec notre collègue Alain Dubresson. En 2016, les mardis 5 et mercredi 6 avril 2016, nous organiserons les 50e journées de formation de la PSG Picardie à Amiens, à Canopée, pour les 2 matinées de conférence. Il s'agit d'un moment très important puisque l'association a lancé ces journées de formation en 1966 et que celles-ci perdurent depuis bientôt 50 ans au printemps. Cette année étant une année exceptionnelle, nous n'avons organisé qu'une seule journée puisqu'il s'agissait de réunir 3 académies. Comme l'a parfaitement souligné notre collègue Sonia Laloyo, c'est un peu un galop d'essai. Ces journées sont un tremplin vers Amiens 2016. Donc je vous ferai passer après ces flyers qui vous présentent le projet. Je vous invite également à retrouver toutes les grandes lignes de ce projet sur un site dédié. Il suffit de taper Amiens 2016
et vous allez accéder à un site dont la charte graphique vient d'être totalement rénovée pour reprendre celle de l'affiche. Ces journées nationales se tiendront du 19 au 22 octobre 2016. Comme leur nom l'indique, ce sont des journées nationales qui réuniront des collègues issus de toute la France, qui sont ouvertes à tout le monde, notamment le samedi 22 octobre où la journée sera ouverte aux congressistes, mais également au grand public, à tous ceux qui veulent venir à Amiens, à la Maison de la Culture. Les inscriptions débuteront le 15 janvier 2016. Je vous invite vivement à vous connecter sur le site donc Amiens 2016 pour avoir le programme. Vous pourrez constater très riche de ces journées nationales. Je vous donnerai simplement un exemple. Cette journée qui peut vous paraître probablement déjà très riche sur les États-Unis, c'est environ 15 conférences et ateliers et 4 excursions. La seule journée du jeudi en 2016 pour les journées nationales, c'est 42 ateliers et 6 excursions dans Amiens. Donc je vous laisse mesurer l'ordre de grandeur, je vous laisse mesurer aussi l'organisation qu'il va falloir mettre en place avec les collègues pour pouvoir vous accueillir au mieux. Donc vous comprenez bien les nouveautés que nous avons mises en place pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, les tours de cou, les différentes nouveautés, la présence de nombreux stands lors de l'accueil. C'est un galop d'essai vers Amiens 2016. Vous avez vu ce matin 10 à 15 stands. Notre ambition, c'est d'en avoir entre 80 et 100 lors du salon d'histoire-géographie, avec la présence d'éditeurs, des dédicaces. Je vous invite à aller voir tout cela sur le site. Ces journées nationales de l'histoire et de la géographie sont pilotées par Philippe Nivet, qui préside le conseil scientifique, et par notre collègue Michel Agnerel, qui préside le comité d'honneur, qui réunit une quinzaine de membres. Vous pouvez retrouver les noms des collègues, des différentes personnes, parce que vous avez de nombreuses personnes du comité d'honneur qui ne sont pas des enseignants d'histoire-géographie. Et donc, je remercie vivement Michel Agnerel pour sa présence, pour le soutien apporté par l'inspection générale et par le corps des inspecteurs à l'organisation des journées de formation, et en particulier à celle proposée par la PHG. Je lui laisse la parole. Chers collègues, chers amis, on a failli oublier d'applaudir le président de la régionale de Picardie, vous imaginez, ça aurait été terrible. Voilà, un petit mot, si vous voulez bien, d'encouragement et d'amitié. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi de me retrouver ici parmi vous, cette belle journée ensoleillée. Certains disent qu'il est toujours beau en Picardie, notamment à Saint-Quentin, et ça se vérifie aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous pour au moins 4 raisons. La première, c'est que je suis un ancien membre de la PHG, enfin j'allais dire vieux, je ne sais pas si l'adjectif est approprié. Anciennement, je suis membre de la PHG depuis que je suis étudiant, ça fait un certain temps, et j'ai même été un certain temps coprésident de la régionale de Picardie, il y a quelques années quand même. Tout ça pour dire que je suis un fervent soutien de cette association depuis longtemps, et je reprendrai d'abord saluer très chaleureusement Hubert Tison, qui est une figure emblématique de cette PHG, et nous passons beaucoup de temps au niveau national à nous battre sur les mêmes bancs pour la promotion de nos disciplines. Mais je voulais dire, pour reprendre le mot d'Hubert Tison, adhérer à la PHG. C'est une obligation pratiquement, quand on est historien et géographe, que d'adhérer à cette association, quelles que soient les options que nous pouvons avoir. Alors, vous me permettrez de saluer très chaleureusement cette initiative, cette excellente initiative de la PHG. Excellente initiative d'abord de faire perdurer à travers ce genre de manifestation la formation continue. Au moment où les moyens de l'État ne sont pas très nombreux et que les formations continues sont écornées ici ou là, des fois c'est plus que ça, il faut bien avouer que la PHG assume depuis longtemps et continue à l'assumer remarquablement toute sa mission de formation continue. Dans cette académie et l'académie voisine notamment, où lorsque des journées comme cela sont organisées, on observe
une présence considérable. Et moi je suis vraiment très content de voir à quel point vous répondez à ces journées lorsque la PAG les propose. Excellente initiative aussi que cette interacadémique. Vous avez rappelé que ça n'était pas simple du tout d'associer les responsables de 3 académies et d'obtenir de 3 acteurs des autorisations d'assister à une journée comme celle-ci. C'est d'autant plus méritant et je crois fermement à la notion d'interacadémique parce qu'au fond, ça permet aussi de sortir de son cadre habituel, de rencontrer des collègues. C'est vraiment très important et je félicite très vivement les 3 présidents, Christian Lode, Franck Collard et Soumel Aloyau, de cette initiative. Ça me donne aussi à moi l'occasion de rencontrer beaucoup de visages amis que je côtoie depuis des années ici. Donc je suis d'autant plus content d'être ici avec vous. Et je voudrais saluer à mon tour cette extraordinaire initiative de la régionale de Picardie d'organiser à Amiens 2016. Ça va être je peux vous dire, la régionale m'a fait l'honneur de présider le comité d'honneur et je suis de très près ces travaux. Je peux vous dire que ça va être extraordinaire. Donc non seulement vous allez adhérer à la PHG, mais en plus vous allez vous inscrire très prochainement, presque dès maintenant, à ces magnifiques journées. Ça va être grandiose. Voilà. Donc je suis très content d'être là en tant que membre ancien de la PHG. Très content d'être là aussi en tant que Picard. Je suis Picard. De temps en temps on me dit « Ouais, tu as un accent Picard », c'est vrai. On me dit de temps en temps dans les cercles parisiens ou ailleurs. Mais j'en suis fier, je suis Picard depuis longtemps, depuis toujours. D'ailleurs, j'ai fait mes études ici à Amiens. Certains d'entre vous se souviennent que j'ai été hyper 11 ans dans cette belle académie. J'habite toujours à l'académie, enfin en tout cas le week-end, parce que dans la semaine je suis un peu parisien et ailleurs. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de retrouver un beau coin de Picardie ici à Saint-Quentin. Et monsieur le maire adjoint, je suis très content de chez vous. Je suis venu longtemps, souvent, dans cette région et à titre aussi familial. Mon épouse ayant sa famille pas loin d'ici, je suis venu beaucoup. Donc je suis très content d'être aussi à Saint-Quentin. Et puis je suis très content en tant que doyen de la générale de vous retrouver, chers amis. Je n'ai pas assez le loisir de côtoyer au quotidien les professeurs. Ça me donne vraiment l'occasion de vous retrouver en famille. Et le doyen de la Pédagogie générale est un professeur parmi vous. Je suis à votre écoute le plus possible, donc je suis très content d'être ici, avec vous, professeur. Et puis, je suis très content aussi du thème de cette journée. Le centenaire de la Première Guerre mondiale, de la commémoration de ce centenaire, a été l'occasion d'une extraordinaire effervescence scientifique et pédagogique. La mission du centenaire a tenu son conseil d'administration il y a quelques semaines, dans les locaux du ministère, avec les plus hauts responsables de notre ministère. Et ça a été l'occasion de dresser le bilan pédagogique de ce début de commémoration. Ce bilan, Alexandre Delafont en parlera juste après, est exceptionnel. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est l'implication des professeurs d'histoire et géographie. Bien sûr, le centenaire n'appartient pas aux historiens et géographes. Mais quand même, quand on regarde la majorité des actions, les historiens et géographes sont bien sûr en première ligne, mais surtout, on fait preuve d'une imagination débordante considérable pour trouver des pistes nouvelles, pour intéresser les élèves, pour impliquer les élèves. Et je pense qu'on a là un terreau exceptionnel, un laboratoire pédagogique exceptionnel. Cette capacité d'adaptation des professeurs d'histoire et géographie a été tristement mise à l'épreuve il y a quelques semaines, et Hubert le rappelait tout à l'heure, en janvier. Cette fois encore, on l'a vu immédiatement dans les jours qui ont suivi et dans les semaines qui ont suivi, nous, historiens et géographes, avons montré notre capacité à répondre à une demande de la nation à un moment où l'école était bousculée dans ses repères, où les parents étaient bousculés, les responsables bousculés, les professeurs bousculés, et nous, on a bien vu que dans les jours qui ont suivi, nous avons répondu, nous avons assumé nos responsabilités.
Les recteurs nous ont dit à quel point ils ont pu compter sur les hyper et les IEN d'histoire et géographie pour les aider. Les chefs d'établissement nous ont dit à quel point ils ont pu compter sur vous, professeurs d'histoire-géographie, qui avez répondu tout de suite. Et ça n'était pas facile du tout, parce que beaucoup de nos collègues d'autres disciplines étaient moins armés que nous, même si quelquefois nous aussi nous étions un peu pris au dépourvu. Mais nous avons répondu présent, et cela, les plus responsables de la nation, de l'État, l'ont constaté. Au moment où le Premier ministre et la ministre ont décidé une grande mobilisation pour les valeurs de la République, on voit bien que nos disciplines sont vraiment au premier rang pour répondre à cette sollicitation. Les nouveaux programmes d'éducation morale et civique vont être présentés au Conseil supérieur de l'éducation demain. Nous verrons ce qui sortira de tout cela. Il restera certainement beaucoup de choses à caler dans les semaines qui viennent pour une application un peu délicate, il faut bien l'avouer, à la rentrée prochaine. Nous verrons. En tout cas, nous serons très sûrement, Hubert le disait, très sûrement fortement sollicités, fortement impliqués dans cet enseignement. Vous pouvez compter en tout cas sur nous et avec les responsables nationaux de la PHG, nous œuvrons au quotidien pour qu'on puisse y occuper évidemment toute notre place et nous l'occuperons. Cela dit, ça n'est pas si simple que ça. Alors, nos disciplines, on le voit bien, ont une responsabilité particulière dans le système éducatif, notamment dans la formation à la citoyenneté, qui est peut-être notre principal objectif, mais aussi dans les apprentissages fondamentaux, au fond, pour lesquels nos disciplines sont aussi au premier rang. Le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale ont tous deux confirmé ces dernières semaines cette place que nous occupons en fixant 3 priorités, vous l'avez vu, pour la scolarité obligatoire. 3 priorités. Le français, c'est la première, les mathématiques et l'histoire. On n'a pas dit la géographie, mais c'était dans leur esprit. Mais c'est fondamental effectivement qu'au plus haut niveau de l'État, on nous place parmi les 3 priorités. Ça ne paraît rien comme cela, mais vous pensez bien que quand le Premier ministre annonce officiellement, y compris devant le Sénat, que l'histoire fait partie des 3 priorités éducatives de la nation, ça a du sens, et ça donne du poids, et ça donne effectivement des perspectives à nos enseignants. À nous d'assumer cette responsabilité et de prendre dans les mois et les années qui viennent toute notre place, surtout dans la nouvelle configuration qui s'annonce de la scolarité obligatoire. On va avoir des nouveaux programmes d'histoire et géographie, ils ne sont pas tout à fait au point sûrement, le CSP travaille, il y a du travail, il faut dire, et la consultation, Hubert le rappelait tout à l'heure, se déroulera entre la mi-mai et la mi-juin. C'est pas très bon comme période, simplement, je vous invite fermement à vous engager fortement dans cette consultation. Des projets de programme, c'est des projets de programme. Ils en sont aussi ce que nous en ferons. Et même si la période n'est pas favorable, regardez tout cela de très près, faites remonter par toutes vos instances officielles et associatives vos remarques, propositions. Ça nous donnera à nous beaucoup de poids s'il faut peser pour faire évoluer telle et telle partie des programmes. Surtout, engagez-vous aussi dans des programmes. Il y aura bien sûr le MC, et il y aura, Hubert le rappelait aussi, l'enseignement pratique interdisciplinaire, dont les contours ne sont pas encore vraiment définis, mais ce que je passe mon temps à dire aux responsables nationaux, c'est que depuis longtemps, depuis des décennies, les professeurs d'histoire-géographie sont toujours parmi les professeurs les plus impliqués dans toutes sortes de projets, et tout ce qui s'est fait d'ailleurs pour le centenaire le montre bien. Donc nous ne sommes pas du tout, nous, dépourvus. Quand on va nous proposer des enseignements pratiques interdisciplinaires, nous sommes habitués à y prendre notre place, ou même, souvent, à piloter un tas de projets. Nous ne sommes pas dépourvus. Et puis je terminerai par une autre note d'espoir.
Alors bien sûr, il ne faut pas avoir des œillères, et nous savons bien que nous aurons beaucoup d'obstacles à lever ensemble. Mais quand même, l'État reconnaît notre place dans le système éducatif, et les Français nous reconnaissent aussi. Vous avez peut-être vu un sondage PVA du 28 février 2015, et ce sondage, je vous en donne, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais comme il nous est favorable, alors je vous le donne aussi, pas favorable, je ne sais pas passer. L'histoire-géographie, matière préférée des Français. Et je vous lis les résultats. À l'école, lorsqu'ils étaient enfants, bon, ça peut être encore maintenant, les Français préféraient l'histoire-géographie à 27%, devant les mathématiques, 25%, et le français, 21%. Ils étaient en revanche nettement moins nombreux à préférer les sciences naturelles, 12%, les langues étrangères, 8%, les sciences physiques, 7%. Nous sommes en tête au premier et au second tour. Donc, nous sommes élus de la nation. Bon courage à vous, et puis donc, excellente journée. Merci beaucoup, Michel Agnerel. Cette journée a un caractère exceptionnel car nous réunissons des collègues de 3 académies, mais également parce que cette journée a reçu le label de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, ainsi que le label de la Commission américaine du centenaire. Je vais laisser la parole à Alexandre Lafont et souligner, comme cela a déjà été fait, le très grand dynamisme de la mission du centenaire. Et je voudrais également indiquer qu'on avait une certaine peur que ces commémorations soient très nombreuses et qu'il y ait un effet de saturation, mais je crois que l'organisation de cette journée montre que nous avons une très grande attente de la part des collègues, de la part du public à l'occasion de ces commémorations. On peut également noter que ces commémorations ne respectent pas vraiment le calendrier, que nous en sommes affranchis. Et en 2016, dans les journées nationales, vous retrouverez des interventions sur la Première Guerre mondiale, notamment des interventions très originales. Je laisse la parole à Alexandre Lafont. Monsieur le Président, cher Christian, merci beaucoup. Monsieur le maire adjoint représentant le maire de Saint-Quentin, monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis, madame le commissaire, monsieur le doyen, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, enseignants et étudiants. Je suis extrêmement heureux, au nom de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, de me trouver parmi vous ce matin pour cette belle journée organisée à l'initiative de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Je remercie en particulier les 3 régionales de la PHG d'avoir, en amont du temps fort commémoratif américain 2017, d'avoir proposé une journée de réflexion et de formation sur les États-Unis dans la Grande Guerre. Nous le savons, en particulier dans l'enseignement, il n'y a d'apprentissage réussi autour d'un projet que par un travail préparatoire approfondi. Il reviendra aux différents intervenants de la matinée et de l'après-midi de nous proposer un point historiographique sur la place des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, de la guerre européenne de 1914 jusqu'à leur entrée dans le conflit en 1917 et après, en particulier du fait d'un champ de bataille élargi aux océans, comme le souligne André Gaspry. Il sera tout autant question d'interroger la nature de l'engagement des troupes américaines, et en particulier leur importance dans la victoire qui se dessine à l'été 1918 en Europe, que les marques et traces laissées par leur passage dans les paysages et les mémoires en France et aux États-Unis, dès l'entre-deux-guerres et jusqu'à aujourd'hui. La question en particulier des mises en mémoire et de l'entretien des sites s'inscrit pleinement dans les problématiques liées aux commémorations et au développement du tourisme de mémoire, un des enjeux essentiels du centenaire, voulu comme un temps d'appropriation fort par les contemporains du passé. L'organisation de la journée, en offrant des mises au point scientifiques très larges et des focus thématiques plus pointus, autour par exemple des infrastructures militaires mises en place par l'armée américaine en Europe, et en France en particulier, par l'étude des images de guerre et d'après-guerre, de propagande ou de mémoire, ou sur les perspectives commémoratives, joue pleinement son rôle de transmission et de formation, de pont utile construit entre la recherche scientifique et l'enseignement secondaire, riche d'équipes, cela a été rappelé par monsieur le doyen,
impliqués dans des projets souvent innovants. C'est tout à l'honneur de la PAG de rendre possible cette articulation fondamentale et de permettre la réunion de tous les acteurs mémoriels au service des enseignants. Gage de circulation des savoirs et d'une réflexion sur la didactique de l'histoire à l'école, et plus que cela, de la formation citoyenne de nos élèves. L'apprentissage du passé, fondant, comme nous le savons, le ciment sur lequel se bâtit, en particulier le vivre ensemble, aujourd'hui. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les fanatiques de tout horizon s'attaquent aux traces du passé pour détruire le lien social. La mission du centenaire a souhaité donc naturellement, dans le cadre d'un partenariat noué depuis 2012, Hubert Tison l'a rappelé, avec la PAG, labelliser et soutenir cette initiative pédagogique comme d'autres avant elle, à l'image de la Journée nationale de formation qui a eu lieu le 13 avril 2013, du remarquable abécédaire du centenaire que vous avez en main, et nous serons également présents pour les Agora de 2016, et j'en remercie encore le président de la régionale de Picardie. À l'image des 986 projets que nous avons reçus à la mission de centenaire de la Première Guerre mondiale, cette journée porte littéralement, elle nourrit le centenaire et ses enjeux pédagogiques. Je dirais que sans vous, le centenaire n'existerait pas et n'aurait pas la vitalité qu'il a. L'année 2014 a montré combien la mobilisation sur le front scientifique et pédagogique des équipes enseignantes et de la communauté éducative dans son ensemble a soutenu la dynamique des commémorations, et celle-ci ne faiblit pas. Ce sont donc plus de 900 projets que nous avons reçus à la mission du centenaire, plus de 800 qui ont été labellisés, venus des 30 académies métropolitaines ou ultramarines, venus d'établissements français de l'étranger, mais aussi des projets soutenus en lien avec des pays impliqués dans les commémorations, impliqués dans la Première Guerre mondiale, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, et des travaux qui ont été menés avec des institutions franco-allemandes comme l'Office de la jeunesse pour la jeunesse franco-allemande ou le Goethe-Institut par exemple. Ce sont également 250 colloques qui ont été organisés ou journées de formation académique ou interacadémique. Le centenaire s'est ainsi construit sur cette ouverture à l'interdisciplinarité, sur les liens interdegrés, sur la mobilisation également des disciplines, la géographie, l'histoire, les lettres, les arts plastiques, les langues. Elle s'est fondée, et elle se fonde encore, sur le triptyque partage de mémoire, compréhension du passé et élèves comme héritiers de ce passé dont ils deviennent eux-mêmes les acteurs, les passeurs. L'année 2015 devait marquer une pause. Il n'en est finalement rien. Et la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République amplifie encore, et à juste titre, la place que doivent naturellement prendre les commémorations patriotiques dans une démarche d'apprentissage et de transmission de valeurs civiques essentielles auprès des élèves. Encore une fois, fondée sur cette articulation entre mémoire au pluriel, histoire, patrimoine et héritage. Dans ce contexte, évoquer les États-Unis et la Première Guerre mondiale, c'est interroger à nouveau les questions de l'engagement, de la ténacité, mais aussi plus largement de la guerre et de la République à l'épreuve de la guerre, qui y fut confrontée. C'est aussi penser, dès aujourd'hui, les échanges fructueux que nous pourrons mettre en place à l'occasion des commémorations de 2017 et de la place que les États-Unis vont avoir dans notre horizon commémoratif. Et évidemment, la mission du centenaire travaille déjà avec la commission américaine à ces belles perspectives d'échanges, en particulier pédagogiques, mais aussi, pourquoi pas, de formation bilatérale entre enseignements et enseignants américains, états-uniens et français. Avant cela, ce sera 2016, et le deuxième grand temps fort commémoratif de Verdun et de la Somme. Nous nous trouvons ici à Saint-Quentin sur un territoire fortement marqué par la guerre.
l'occupation et la reconstruction. Si la Somme ne résonne pas dans les mémoires françaises comme Verdun, bataille défensive dans laquelle quasiment l'ensemble des unités de l'armée française fut engagée, il s'agit bien de les présenter dans leur unité partagée, dans le caractère aussi qu'elles ont eu de guerre totale, industrielle, qui a précipité évidemment l'Europe dans ce drame de la mort de masse en particulier. Le cycle commémoratif ne s'épuise donc pas. 2017 sera l'occasion de revenir sur l'entrée en guerre des Américains, des États-Unis, sur l'offensive du chemin des dames et sur les tensions que la guerre a fait peser sur la société, que ce soit à l'arrière comme au sein de l'armée et des combattants, avant d'attaquer finalement, si je puis dire, la dernière année scolaire du cycle commémoratif 2017-2018, qui verra se conjuguer à la fois les commémorations de la victoire du 11 novembre 1918, mais également la mise en place des traités de paix de juin 1919. Et plus que célébrer la victoire, nous aurons là la possibilité justement d'essayer de réfléchir avec nos élèves sur ce lien entre les sorties de guerre, la préparation de la paix et la mise en mémoire ensuite de la guerre. La mission du centenaire reste donc à vos côtés, académies, établissements, enseignants, élèves, associations. Et je vous souhaite, en attendant de vivre pleinement à l'école et avec nos élèves ces belles perspectives, une très fructueuse journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Organiser une journée sur les États-Unis, la Première Guerre mondiale, c'est bien. Parler des États-Unis de la Première Guerre mondiale, c'est très bien, mais il nous faut également laisser la parole aux Américains. Et donc, c'est ce que nous allons commencer à faire, tout d'abord avec Monique Seyfried, qui est commissaire de la Commission américaine du centenaire, et puis ensuite avec Peter Hurley. D'abord, Peter Hurley. Bon, il n'a pas raison parce que c'est moi qui ai l'honneur de présenter Madame Seyfried, parce que si vous avez peur de la grande tâche devant vous que M. Lafont et les messieurs ont parlé, bon courage, rassurez-vous, les Américains vont arriver. Et Madame Seyfried est absolument extraordinaire. Et maintenant, elle est sur place comme commissionnaire, ça va vraiment aller. Vous avez complètement raison, M. Lafont. Alors, je me présente, je suis Peter Hurley, ancien attaché de défense des États-Unis à Paris, président de la commission de Memorial Day, ou par exemple notre cimetière ici dans la Somme, chaque Memorial Day, j'espère, on va vous voir nombreux le 24 mai. Et merci toujours pour votre aide. Et c'est évidemment un grand honneur juste de représenter Madame, notre ambassadeur, et vous saluer pour cette initiative qui est extraordinaire. Bravo, monsieur. Monsieur Laure m'a proposé de me présenter. Il m'a dit qu'il est difficilement concevable d'organiser une journée sur les États-Unis et la Première Guerre mondiale sans associer les Américains. Okay. Alors, mon parcours n'est pas très intéressant, mais ça a commencé en France en 1842, quand le père Moreau du Mans a envoyé aux États-Unis le père Édouard Sorin et 6 frères et prêtres en Indiana, dans le pays sauvage, avec la mission de civiliser les sauvages. Évidemment, ça n'a pas marché, mais ils ont fondé l'université de Notre-Dame-du-Lac, où je suis 3e génération, où j'ai appris un peu la langue Molière, qui m'a mis un jour dans le bureau du chef d'état-major des armées américaines, le général Colin Powell, qui m'a dit, avec la France, la relation politique sera toujours comme ça. Il a esquissé une montagne russe avec son doigt. Il m'a dit, je vous envoie pour aider de maintenir l'engagement militaire stable. Je pense que c'est un bon symbole pour notre sujet de cette commémoration, parce que franchement,
il y avait toujours de la tension et toujours d'une fraternité. Il y a deux choses que pour vous, combien de collégiens on a ici? Est-ce qu'il y a des étudiants préparatoires ou des lycéens? Oui, alors levez les mains, voilà, salut, voilà. C'est à vous, qui, comme vous dites, c'est vraiment le futur de ce projet. Et je suis ravi, ainsi que les enseignants. Est-ce que je dois voir les mains des enseignants? Ouais, ok. Je suis aussi prof à Sciences Po. J'ai enseigné l'histoire militaire à West Point, donc je suis... Et mes enfants ont fait l'école française à Saint-Cloud pendant toute leur vie. Donc la mission est absolument capitale. Et quand j'ai regardé notre histoire, j'ai vu que les Américains ont largement oublié qu'il y avait une grande guerre. Ça n'existe plus dans notre mémoire collective, qui est vraiment dommage. Et puis, moi je trouve que les Français, vous avez oublié qu'il y avait 1918. Une année quand nous avons gagné ensemble, quand nous avons eu les Américains, tous nos canons, tous nos avions, tous nos blindés grâce à vous et le savoir-faire. Et je trouve que cette histoire, c'est assez extraordinaire, que l'effort que vous avez mis sur place, M. Lord, est vraiment remarquable. D'accord? Et j'espère qu'on va continuer. Donc, enfin, les conflits, quand j'ai regardé tout cela, je vois que vous avez cet après-midi un atelier sur les images dans le monde du film. Et c'est pour cette raison que je me suis lancé dans un parcours assez vraiment idiot, d'essayer d'avoir un grand film classique pour 2018 sur les Américains. Et quand j'ai vu le général Pershing, alors le conflit dans n'importe quel projet de film, c'est quoi? Le conflit important, bien sûr avec les Allemands, mais aussi entre Pershing, que Clemenceau a dit il est têtu comme une mule. Et le conflit était assez remarquable, mais le 11 novembre 1918, à la place de la Concorde, devant notre ambassade, il n'était pas à l'époque, mais maintenant, ils sont tombés chacun dans les bras des autres, et Clemenceau a dit à Pershing, aujourd'hui rien nous sépare. Et c'est avec ça que vous avez vraiment un symbole de cette amitié, en dépit de toutes les tensions politiques, qui est que, je pense, M. Caspi va vous en parler. Juste pour vous citer quelque chose, parce que vous savez, il y avait un contrôle postal sur nos deux armées, et un officier d'une de mes divisions françaises préférées, le 128e, les Loups, qui ont sauvé Paris en fin de mai 1918. L'officier a dit la sympathie envers les Américains, qui au début était au moins très mitigée, se marque dorénavant en termes de plus en plus vifs. Mes soldats disent, les Américains sont de rudes soldats, de bons copains et ils sont nets. J'aime mieux les Américains que les Anglais, et puis ils ont aussi l'air de nous aimer mieux. Ouais. Alors, un soldat de 45e Mairie, encore un peu de patience selon les Arabes, nos bons amis américains nous aideront avantageusement. Et enfin, mon favori, un jeune soldat de 31e DI, tiens bon mon oncle, voici les Américains qui arrivent. Ils sauront nous délivrer, et alors ce jour-là, quelle joie! Tu m'invites ce jour-là pour la fête, hein? Et je pense, si vous réussissez votre projet, vous m'invitez pour la fête, je suis content. Donc, je termine avec troisième chose. Bon, j'essaie d'expliquer pourquoi cette journée est importante pour les Américains. Et comme vous dites, M. Lafont, l'éducation, j'espère que ça ne sera pas un sens unique du tout. Et donc, bravo pour ce programme. Merci pour votre présence et votre participation. Pas seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'au 11 novembre 2018 et même après. Parce que je pense que c'est vraiment un devoir. Donc, je serai ravi d'être suivi par Mme Monique Siegfried, une grande amie, et vraiment avec elle, dans cette commission,
je garde un espoir que nos efforts seront vraiment aussi réussis qu'en 1917 et 18. Vous savez, une fois j'étais à l'école militaire et il y avait une table ronde et il y avait un officier de l'armée allemande et moi-même j'ai quitté la table et un ami français m'a dit après que les officiers français ont commencé à parler du grand retard des Américains dans la Grande Guerre. Ils étaient vraiment en retard. Et le colonel allemand leur a dit, bon, peut-être pour vous en retard, mais pour nous, bien trop tôt. Merci Peter pour cette introduction. Vous entendez mon accent, je suis américaine, je suis française aussi. J'ai commencé ma carrière comme professeur d'histoire-géographie à Paris, place d'Italie, dans un collège technique et puis au collège Sévigné avant d'épouser un Autrichien et de partir aux États-Unis et d'y terminer en fait ma thèse de doctorat à la Sorbonne, mais qui était sur l'archéologie punique, donc c'était bien loin de la Première Guerre. Cela étant, j'ai une place très spéciale dans mon cœur pour l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, puisque c'est là que j'avais publié mon premier article il y a bien longtemps. Voilà, alors ce qui m'a amené à la commission du centenaire américaine de la Première Guerre et le travail que j'ai fait il y a depuis une dizaine d'années pour un mémorial qui se trouve maintenant dans l'Aisne, à Ferrand-Tardenois, et qui commémore le sacrifice des soldats de la division, de la 42e division, la division Arc-en-Ciel. Et cette statue de 3 mètres de haut domine un champ de bataille qui n'a pas changé depuis 1918. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que ces soldats, dont la majorité des soldats d'Alabama, avaient reçu leur entraînement dans la région de Baccarat de la division des loups. Donc c'est effectivement avec eux qu'avait commencé cette amitié franco-américaine pour les soldats de la division Arc-en-Ciel, de la 42e division. Mon intérêt pour la Première Guerre mondiale s'est véritablement développé en tant que présidente de l'organisation du baccalauréat international, qui est une organisation d'éducation qui propose un baccalauréat international dans 3500 établissements à travers le monde et qui est le fruit en fait de la Société des Nations. Car l'organisation du baccalauréat international, ces programmes ont été créés par l'École internationale de Genève et Colin, dont le professeur d'histoire-géographie était M. Dupuis, qui arrivait de l'École normale supérieure à Paris et qui a décidé que pour apprendre l'histoire et la géographie, il fallait d'abord enseigner aux enfants le globe et puis du globe partir vers les continents, les pays, les régions, au lieu de faire par exemple ce que nous faisons aux États-Unis, qui est en général de partir de son village et d'aller vers la région, son pays et le monde, ce qui fait que chacun se sent totalement provincial avant d'être tout d'abord un citoyen du monde et d'essayer de promouvoir une paix dont nous aurions bien besoin dans le monde actuel. Donc la commission du centenaire américaine a comme devoir, comme mission, d'éduquer les Américains qui connaissent très peu leur rôle dans la Première Guerre mondiale, alors qu'il y avait 4 millions d'Américains sous les drapeaux, dont 2 millions en France en novembre 1918, de les éduquer sur les conséquences de la Première Guerre, sur leur rôle pendant la Première Guerre, et aussi sur leur rôle vis-à-vis de la paix, puisque notre commission se termine en juillet 2019, un mois après la signature du traité de Versailles. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que comme l'un des commissaires à la commission du centenaire américaine, mon plus grand
intérêt est véritablement le travail qui va pouvoir être fait avec les enseignants et de développer, comme l'a remarqué M. Lafont, les programmes qui vont pouvoir s'établir entre des écoles américaines, des écoles françaises, des étudiants de nos deux pays. J'ai commencé un projet aux États-Unis pour que les étudiants des écoles du baccalauréat international aux États-Unis adoptent un mémorial de la Première Guerre mondiale aux États-Unis, le restaurent. Certains, malheureusement, sont en très mauvais état. Le restaurent, étudie la vie des soldats américains qui sont partis se battre en France et étudie aussi l'impact sur leur communauté et sur les États-Unis de cette première guerre. Donc il y aura là sûrement des projets fructueux et des demandes d'aide entre ces différents enseignants et les élèves aussi. Voilà, donc vous avez le site internet de la Commission du Centenaire américaine. N'hésitez pas à le consulter, ni surtout à nous demander des liens et d'essayer d'établir des rapports. Cela étant, la Commission américaine a simplement, il y a un mois, commencé à engager des personnes qui travaillent pour la Commission américaine. Donc, nous sommes arrivés tard en 1919, nous commençons aussi tard, donc soyez patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous serions donc quelque part un peu avant-gardistes à la PHG en organisant cette journée. Je voudrais terminer cette présentation en faisant référence à un ami de l'histoire, un ami de la PHG qui nous a quittés. Il s'agit de Jean-Louis Crémieux-Briac, et avec qui d'ailleurs notre collègue Julien Caron avait collaboré pour la rédaction d'une petite plaquette avec l'ONAC sur Madeleine Michis très récemment. Donc je voulais souligner cela auprès de vous. J'espère que cette introduction vous a permis a été une excellente mise en bouche pour Amiens 2016 et que vous serez nombreux à venir nous rejoindre.